pour vous remettre dans le contexte du chapitre, Gandalf a laissé les nains et Bilbo à la lisière de la forêt noire ou la forêt de grande peur, que je vais sans doute souvent ici appeler Mirkwood. Voilà, par réflexe. J'ai beaucoup plus l'habitude de dire Mirkwood que forêt noire ou grande peur. Donc voilà, je vais essayer quand même de dire la version française, mais si vous m'entendez dire Mirkwood, vous savez de quoi je parle. Bref. On est là donc avec Gandalf qui a abandonné la compagnie et la compagnie qui commence à suivre le chemin pour traverser la forêt. Dans ce chapitre, en fait, c'est comme un peu dans les films, vous voyez, c'est une forêt qui a l'air très spéciale, hein, étouffante, très peu de lumière. Il y a comme une sorte d'aura menaçante dans cette forêt. Alors ça va être un petit peu compliqué évidemment cette traversée pour la compagnie. À un moment ils vont se retrouver face à une sorte de rivière, sauf que la rivière elle est un peu couleur noire et Beorn dans le chapitre précédent avait prévenu de ne pas aller dans l'eau ou la boire puisque cette eau permet en fait le sommeil et l'oubli. Donc voilà, ils arrivent à cet endroit. Et en fait, ils arrivent à traverser. Mais Bombur, voilà, finit dans l'eau. Dites-vous que dans la forêt, il y a vraiment une ambiance terrible. Hein. Il y a des yeux qui regardent, les animaux semblent tous sombres. Il y a donc une sorte voilà, de rivière enchantée. Puis ce qui va se passer, c'est que ils vont apercevoir comme des elfes. Mais les elfes vont genre disparaître quand on s'approche d'eux à plusieurs reprises. Et c'est assez spécial, quoi, comme truc. Nous avons la confrontation, évidemment, avec les araignées. Les araignées sont là, et les araignées, bien sûr, parlent. Et à ce moment-là, Bilbo peut utiliser l'anneau pour essayer d'avoir les araignées pour sauver ses amis. Voilà. Vous avez grosso modo la base du chapitre qui est présente là. Cette rivière, elle est importante, voilà. J'en parlerai plus en détail quand on arrivera au passage, vous verrez. D'ailleurs, les Belges sont bizarres, leur iced tea est pétillant de base. On a l'iced tea pétillant, mais on a iced tea genre pêche qui est pas pétillant. Mais l'iced tea normal est pétillant. Voilà. Mais c'est pas pour rien, Bergelmir, que ce passage est justement fortement magique, hein, cette rivière enchantée. Ouais, les arachnophobes en PLS. Encore une fois, on aura de l'analyse de poèmes qui sera là. Bref, on y va. Hein. Tout le monde est prêt? Le rappel est bon? Oh non, les araignées. Malheureusement, c'est le chapitre qui s'appelle Des mouches et des araignées. Donc voilà. Voilà. Donc, au début du chapitre, les nains et Bilbo se tiennent donc à l'extrémité de la forêt de Mirkwood. C'est un nom inquiétant. Hein, forêt noire ou forêt de grande peur. Cette forêt, elle est comme ça apparemment depuis un petit temps puisqu'elle apparaît avec ce nom sur la carte de Thror. Et Gandalf vient, dans le chapitre précédent, dire que justement c'est le pays du nécromancien. Donc un sorcier noir, et notamment le sorcier qui a capturé le père de Thorin. Donc là, on est déjà sur quelque chose de bien inquiétant. Beorn, quand il parle de la forêt au chapitre précédent, lui aussi parle avec prudence. Il avertit que la forêt est dangereuse, que les créatures sont sombres et sauvages. Il dit aussi qu'ils doivent se méfier de l'eau, etc. Donc, les créatures de la forêt... Si pour Beorn, les créatures sont étranges et sauvages, alors qu'on a bien vu que Beorn n'était pas un saint, enfin, un saint, quoi. Vous imaginez bien qu'en fait, à l'intérieur, la traversée de la forêt doit sans doute être la partie la plus dangereuse de tout le voyage de Bilbo et des nains.
Malgré les craintes, quand ils rentrent dans la forêt, la compagnie n'est pas tout de suite attaquée par plein de monstres, etc. Ils marchent pendant plusieurs jours dans la forêt. Ils sont terrorisés à l'idée que quelque chose arrive. Euh, on entend des bruits étranges, des grognements, des frottements, des mouvements précipités dans les sous-bois, etc. Mais en fait, ils ne voient pas ce que c'est. La nuit, ils sont entourés du regard troublant de certains yeux qui sont étranges et brillants, des yeux jaunes, rouges et verts qui les fixent et qui reviennent pendant toute la nuit. Le plus troublant pour Bilbo, ce sont des yeux qui sont pâles et très grands ouverts, quoi. Bilbo et les nains ne sont donc pas attaqués tout de suite, mais ils sont en danger constant et dans une sorte de suspense continuel, marchant le jour et en somnolant la nuit, dans une sorte d'obscurité pesante. La forêt noire, ça va pas être du gâteau. Ah non, là, pas du tout. L'obscurité, c'est la principale caractéristique de cette forêt. C'est normal. Si vous prenez l'étymologie de Mirkwood, Mirk, ça renvoie dans un anglais archaïque un peu à cette idée d'obscurité, justement. Donc la forêt noire, c'est une obscurité totale et oppressante. À la nuit, dedans, c'est une obscurité totale en fait, mais vraiment totale. On ne peut vraiment rien voir. C'est noir absolu, quoi. Et il semble que les ombres de la forêt s'accrochent même aux créatures vivantes qui vivent à l'intérieur de la forêt. Les papillons de nuit, les chauves-souris, les écureuils. Les écureuils, par exemple, sont absolument sont noirs. Et surtout, quand ils prennent un écureuil pour essayer de, malheureusement, manger, bah en fait, c'est impossible de le manger. Il est horrible au goût. Donc en fait, les créatures sont toutes gris foncé ou noires de jet. Et cette obscurité omniprésente rend même les créatures innocentes et inoffensives, comme les papillons, quasiment menaçantes. Voilà. Il existe cependant quand même des petits... Tu peux dire écureuil en anglais? Squirrel. Squirrel. Voilà, ça ressemble à ça, ok? Donc, il existe quand même, à travers le chapitre, des petites phrases et des petites réflexions où on se rend compte que la forêt n'est pas en fait naturellement sombre et noire. En fait, c'est une forêt qui est déformée et surtout corrompue. On a une description des arbres comme si les arbres étaient étranglés par le lierre et ils étaient cachés sous une couche de lichen et qu'ils ne peuvent porter que quelques feuilles noircies. En fait, on dirait que tout ce qui est dans la forêt est là, enfin grandit pour étouffer la lumière. Pas pour absorber la lumière, mais pour étouffer la lumière. Près de la lisière de la forêt, Bilbo trouvait parfois un mince rayon de soleil qui avait la chance de passer entre quelques petites feuilles, etc. Mais tout était entremêlé, enchevêtré en dessous. La végétation elle-même semble malveillante, comme si elle tissait des toiles, justement, pour piéger la lumière du soleil et maintenir la forêt dans cette ambiance très sinistre, en fait. Et les araignées géantes présentes dans la forêt, elles sont les représentants, mais ultimes, de l'obscurité et de la corruption de la forêt. Bilbo pense que les choses les plus horribles que l'on puisse voir, ce sont les toiles d'araignées. Parce que les toiles d'araignées, elles sont sombres, denses, avec un fil extrêmement épais. Oui, c'est ça. C'est ça, Shizuka. Toutes les araignées sont descendantes d'Ungoliant. Toutes les araignées géantes le sont.
Les yeux justement pâles et très grands que Bilbo trouvait le plus dérangeant dans la nuit leur appartiennent sans aucun doute en fait. Cette colonie d'araignées que Bilbo finit par découvrir est un lieu vraiment rempli d'ombres noires et denses, noires pour cette forêt, comme une tache de minuit jamais éclaircie. En fait, dans tout le nord de la forêt, la colonie d'araignées, elle ressemble au cœur même des ténèbres, là où toute lumière a été exclue. Et surtout, pour ceux qui savent par rapport à Ungoliant, justement, les araignées sont les descendantes d'Ungoliant. Et Ungoliant, elle a la particularité d'absorber la lumière. Et la lumière, ça la fait grossir. Elle est là pour étouffer la lumière et qu'il n'en existe plus, tout absorber. On est sur cette même idée de la part des araignées où justement, avec la forêt, cette lumière ne peut plus être. Mais donc, bien que la noirceur ténébreuse de la forêt soit sa caractéristique dominante, il y a aussi une sorte d'étrangeté qui plane, qui n'a rien à voir avec les monstres ou les araignées. Il y a comme une étrange magie dans l'air. Les voyageurs rencontrent un ruisseau magique rempli d'une eau vraiment étrange et évidemment noire, qu'ils doivent traverser, mais qu'ils ne doivent pas toucher. Et ils entendent des bruits d'une chasse qui approche d'eux à travers les arbres du nord du sentier. Le son lointain justement de corps et des aboiements de chiens, mais ils ne voient jamais de chasseurs en fait. Il y a un cerf noir qui passe puis une biche d'un blanc immaculé. On a des fans voilà, qui fondent sur eux. Et bien que Thorin tire sur le cerf, mais jamais en fait ils ne les trouvent et ne comprennent pas la signification en fait de l'arrivée de ces animaux comme ça. Alors ils entendent à travers les arbres des rires et des chants. Et même si le chant est beau et que ce sont des rires, en fait, ils accélèrent leur marche parce qu'en fait, ça semble sinistre. Donc il est clair qu'en traversant cette forêt, ils ne sont pas entrés dans une terre de danger et de terreur. Ils ont pénétré dans une sorte d'au-delà enchanté, en fait. Et là, Bilbo semble avoir trébuché dans le royaume périlleux de Féerie. Alors dites-moi si je vous dis royaume périlleux et Féerie, certains comprennent ce que j'essaye de dire ici. Kokoro Mestamo? Voilà, exactement, une Perilous Realm et du conte de fées. Exactement. Alors, féerie. Voilà un des livres de Tolkien qu'on n'a pas en français parce que les textes s'en retrouvent dans Féerie et autres textes. Mais voilà, donc Tales from the Perilous Realm. Donc les contes du royaume périlleux. C'est comme ça que ça s'appelle. À l'intérieur, vous avez Rover Random, le fermier Gilles de Ham, les aventures de Tom Bombadil, Feuille de Nigel et Smith de Grand Wotton. Donc là, vous avez des textes qui ne sont pas forcément reliés à la Terre du Milieu, sauf avec Tom, mais des textes liés à Tolkien, à son imaginaire. Et dans l'essai appelé du conte de fées, qui se trouve aussi dans Féerie, voilà, vous apprenez que Féerie et le royaume périlleux, c'est la même chose. Et on va y venir juste après. Voilà. Mais comme ça, vous avez pourquoi on parle de royaume périlleux. Alors, bonsoir Jean de Fleurette. Dans son essai sur les contes de fées, justement, Tolkien souligne que les contes de fées, ce ne sont pas des histoires de fées, mais des histoires d'humains qui découvrent la féerie. C'est un monde mystérieux de magie et de merveilles
où vivent des fées de toutes sortes. Alors certains découvrent Féerie au sommet d'une tige de haricots, beaucoup la trouvent au cœur de la forêt, mais tous ceux qui y atterrissent se retrouvent mêlés à des événements étranges et très souvent alarmants. Arkanseb, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Le monde de Féerie, il est empreint, comme le disait Tolkien, d'une beauté enchanteresse, d'un péril omniprésent, joie et tristesse, aussi tranchantes que des épées. Alors ça, normalement, certains doivent avoir tiqué. C'est ma citation préférée de Tolkien. Si certains le savent, c'est vraiment ma citation préférée. Alors, s'aventurer en Féerie, c'est découvrir un monde qui fonctionne selon les règles et les coutumes qui nous sont étrangères, un monde dans lequel les mortels peuvent facilement se perdre. Tolkien appelle la Féerie le royaume périlleux, non pas parce que les elfes sont hostiles ou même belliqueux, mais parce que leur monde est susceptible de submerger ses visiteurs humains, notamment par sa beauté et aussi son enchantement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre là tout de suite, mais vous allez comprendre. De nos jours, le mot fée, une fée, ça évoque une petite créature avec des ailes diphanes et avec de la poussière de fée, voilà. Comme la fée Clochette. Mais si vous avez vu et lu Le Seigneur des Anneaux, peut-être que les personnages que vous pourriez rattacher le plus au mot fée, ce seraient des personnages comme Galadriel ou Glorfindel, par exemple. Alors, en fait, le mot elfe et fée sont pour Tolkien plus ou moins synonymes. Je dis plus ou moins parce que c'est... Voilà. Lorsqu'il écrivait le Hobbit, Tolkien utilisait ces termes indifféremment pour désigner ses elfes. Dans le Hobbit, c'est le cas. Donc vraiment, on a par exemple quand Bilbo dit qu'il a une fée dans sa lignée de Took, là qu'on dit qu'il y a la légende comme quoi, la fée qui est mentionnée, c'est un elfe pour Tolkien. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il y a encore de la poussière de fée flottant autour d'Elrond, ou peut-être même des allusions à des elfes de maison, mais les fées vues comme des petits êtres avec les ailes, c'est plutôt moderne en fait. Et c'est une triste dévaluation de la tradition des contes de fées. On y vient. Vous allez voir. Au Moyen-Âge, les fées, elles ne sont ni minuscules ni mignonnes. Dans le poème Sir Gawain et le Chevalier Vert, le Chevalier Vert est lui-même une fée. Dès son entrée à la cour, le roi Arthur et ses chevaliers le reconnaissent comme tel. Ses vêtements, sa peau et ses cheveux sont entièrement verts. Il mesure environ 2 mètres de haut. Il est d'une force terrifiante et porte une énorme hache de guerre. Il inspire crainte et respect à tous les chevaliers de la table ronde, avant même de ramasser sa tête tranchée et de remonter à cheval et de parler avec la tête qu'il tient toujours à bout de bras. On a aussi une autre rencontre féerique dans un poème médiéval qui s'appelle Lanval. Lorsque le chevalier arthurien, qui est Sir Lanval, erre dans la forêt profonde et tombe sur un pavillon incroyablement riche et orné de joyaux, où il y a une femme d'une beauté surhumaine qui l'accueille, l'aime, le comble de dons magiques, à condition que Sir Lanval promette de ne jamais parler d'elle ni de leur amour à qui que ce soit. En fait, lorsque la bien-aimée de Sir Lanval se présente à la cour du roi Arthur à la fin du poème, la plus grande et la plus glorieuse de toutes les cours humaines paraît minable en termes de comparaison d'elle et de sa suite. Et sa plus insignifiante servante éclipse
totalement la beauté de la reine Guenièvre, comme le soleil qui éclipse les étoiles dans le ciel. Ça, ce sont les elfes, de la tradition des contes de fées médiévaux. Et c'est de ces fées-là que les elfes de Tolkien sont inspirés. Ok, on est d'accord? Donc vous voyez, en fait, c'est petit à petit que maintenant, dans notre, imagination, quand on dit fée, pour nous, c'est des fées, c'est fées clochettes, quoi. Mais pour Tolkien, amoureux de textes médiévaux, les fées, ce sont des créatures, mais vraiment supérieures, étranges, sur plein de raisons. Voilà. Et donc, ça, ce sont des personnages que vous pouvez rencontrer dans Féerie. Le merveilleux, la beauté, le pouvoir enchanteur des fées, dans cette tradition ancestrale médiévale, explique pourquoi Tolkien appelle leur monde le pays des fées, Féerie, le royaume périlleux. Les humains qui recherchent cette terre justement ou qui y pénètrent par hasard en sont toujours transformés et parfois ils n'en reviennent jamais. Il y a un endroit que vous connaissez dans le Seigneur des Anneaux qui se rapproche de ça. Si je vous dis, il y a dans le Seigneur des Anneaux un endroit qui est vraiment très comme ça, exactement, Eowyn-Tilla, c'est la Laurienne. On a vraiment Aragorn et Faramir dans Le Seigneur des Anneaux qui parlent tous les deux de la Lothlórien, en soulignant que la plupart des mortels qui s'y rendent n'en reviennent pas et qu'aucun n'en revient inchangé. La Lothlórien et sa réputation auprès des mortels des terres alentours découlent très explicitement de cette ancienne tradition des fées. Et là, dans ce chapitre du Hobbit, on a clairement Tolkien qui est en train de nous faire la même chose. Hein. Lorsque Bilbo et les nains rentrent dans la forêt noire, on s'attend à ce qu'ils soient confrontés à d'horribles monstres tout de suite. Il y a des dangers autour d'eux, mais en fait, ils se retrouvent dans une sorte d'au-delà de fées, quoi. Les sons qu'ils entendent, qui sont liés à aucune personne visible, ça suggère presque... Enfin, ils entendent des rires, en fait, des chants qui s'échappent des arbres, des bruits d'une chasse sauvage, mais personne n'est là. En fait, tous ces bruits, ça suggère qu'ils ont pénétré dans un royaume magique où ils sont des intrus, tout simplement. Une magie inconnue est à l'œuvre dans la forêt noire. Durant le séjour dans cette forêt, donc, ils font plusieurs rencontres qui est clairement digne de contes de fées traditionnels. La première, on a le ruisseau magique, hein, le cours d'eau qui est noir et inquiétant, qu'ils doivent traverser, mais qu'ils ne peuvent ni toucher ni boire. C'est très, comme disait Vergelmir en arrivant, c'est vraiment un ruisseau enchanté, c'est vraiment comme un conte de fées, quoi. Béorn leur avait dit qu'il est porteur d'enchantement, d'une grande somnolence et d'un profond oubli. Et lorsque Bombur va tomber dans la rivière, Bombur il va tomber dans un profond sommeil. Et à son réveil, se rend compte qu'il ne se rappelle... Le dernier truc qu'il se rappelle, c'est la fête chez Bilbo. Donc il a oublié tous les obstacles qu'ils ont eus avant. Bombur est sous l'enchantement de ce ruisseau. Mais il s'avère en fait que la magie du ruisseau, elle se résume pas à un sommeil magique ou à une amnésie partielle pour Bombur. Pendant ce sommeil, le nain va faire des rêves saisissants avec des elfes dans la forêt. Il voit des lumières flamboyer, un roi des bois assis à un grand festin, au son de chants joyeux. J'en profite, vu qu'on parle de festin, que c'est un festin d'elfes et qu'on sent la viande rôtie. Hein. Les elfes ne sont pas végétariens. Voilà. J'en profite. Donc Bombur dort parce qu'il a été enchanté. Et c'est la magie du ruisseau qui l'a entraîné dans une vision digne de Féerie. Il finit par se réveiller de cette vision, mais en se réveillant, il est transformé. Et il n'aspire qu'à se rendormir pour retrouver Féerie. Bombur est le premier membre du groupe à découvrir la magie des fées de Mirkwood.
et à apprendre à quel point il peut être périlleux de franchir la frontière de Féerie. Quelques jours plus tard, quand les nains et Bilbo sont à court de nourriture et au bord de la famine, ils aperçoivent des lumières au loin dans les arbres. Et dans cette quête désespérée de nourriture, ils vont quitter le sentier justement duquel normalement ils ne doivent pas s'éloigner. Et ils s'approchent furtivement d'une clairière qui est illuminée par le feu. Et ça ressemble vraiment à la vision de Bombur. Mais vraiment. En fait, cette vision, elle confirme que le rêve de Bombur n'était pas le fruit de son imagination nourrie par la faim ou un sommeil très agité, mais c'était sous l'influence de la magie du ruisseau. Il a pu entrevoir le monde des fées. Mais lorsque les nains rentrent dans la clairière, piou, les elfes vont disparaître. Bombur et ses compagnons découvrent comment de nombreux mortels de contes de fées, comme beaucoup d'autres avant eux, qu'il est peu judicieux de tenter de pénétrer de force dans le monde des fées sans y avoir été invités. La deuxième fois que les compagnons tentent justement de se rapprocher des elfes, Bilbo est poussé seul au-delà de la limite. Cette fois-ci, on a les elfes qui disparaissent à nouveau, mais en plus Bilbo est lui-même plongé dans un sommeil enchanté. Et lorsqu'il est retrouvé par chance et réveillé avec une certaine difficulté par ses compagnons, on découvre que lui aussi, comme Bombur, semble avoir eu la vision d'un dîner des plus somptueux. La similitude entre les deux rêves semble confirmer que le sortilège dont Bombur était victime était de la magie elfique. Les compagnons de Bilbo concluent tous qu'il est parti comme Bombur en parlant de Bilbo. Mais en fait, si on remarque, Bilbo et Bombur, ils sont enchantés tous les deux lorsqu'ils franchissent une limite et que l'enchantement qui les entoure, finalement, a deux effets. Ils sont coupés du reste du monde par un sommeil magique, mais leur esprit est transporté comme par enchantement dans les réjouissances elfiques en fait. Et ils reviennent tous les deux au monde des mortels en se réveillant, mais aucun d'eux ne veut quitter le festin des rêves et tous les deux veulent y retourner. Il est périlleux, encore une fois, pour les mortels de franchir les frontières de la féerie. Bonne nuit Richie, repose-toi bien. Il y a la troisième fois où les nains tentent d'envahir encore une fois l'endroit où sont les elfes. Et là, c'est Thorin qui pénètre dans la clairière. Et une fois de plus, il tombe comme une pierre enchantée. Là, c'est la troisième incursion faite. Et le lecteur des contes de fées n'auront pas besoin qu'on leur dise que la troisième répétition d'une action est importante et fait monter surtout les enjeux. Cette fois, les elfes vont aller plus loin. Thorin, il n'est pas seulement endormi et entraîné dans ses visions, justement, ces sortes de rêves. Là, il est carrément emporté physiquement par le pouvoir des elfes et conduit devant le trône du roi des fées en personne pour répondre de ses actes. C'est l'un des dangers traditionnels pour les mortels qui errent en féerie sans permission. Ils peuvent être capturés par les fées et ne plus jamais être autorisés à retourner dans le royaume des mortels. Thorin et sa compagnie ayant pénétré dans le royaume des fées, ayant même osé s'immiscer dans leur festin qui était privé, se retrouvent piégés. Donc on a deux éléments qui marquent très fort la forêt. Là en ce moment, c'est ces ténèbres horribles et obscures et sombres et sinistres, et puis son étrange magie un peu féerique. Donc en fait, Mirkwood, on pourrait dire que c'est comme si on rentrait dans le royaume du roi des elfes, la terre enchantée des fées. En même temps, entrer dans Mirkwood, c'est être plongé dans une obscurité étouffante qui étouffe la vie et la lumière, et être entouré de créatures noires et perverses et corrompues. Et en même temps, c'est la terre enchantée des fées. Il faut cependant ne pas confondre deux choses. C'est que l'un et l'autre sont en guerre contre l'autre. Les elfes ne sont pas des gens méchants, nous dit-on dans le livre. Ils n'ont pas causé l'obscurité de la forêt, ils s'y opposent en fait. Les nains Bilbo voient leur lumière et leur festin comme une sorte d'oasis dans le désert des ténèbres et de désolation dans lequel ils se trouvent et dans lequel ils sont en train de souffrir en fait.
Et même le manque de nourriture est dû en partie à la corruption de la forêt. Ce qui a rendu les animaux de la forêt noire les a apparemment également souillés, à en juger par l'écureuil noir qu'ils parviennent justement à battre et qui a très très mauvais goût. Finalement, le chemin qu'ils suivent, c'est la magie bienveillante des elfes qui a créé ce sentier qu'ils devaient suivre et qui semble avoir tenu à distance aussi les propriétaires des yeux qui les observaient dans la nuit. Ça a empêché aussi les toiles d'araignée de passer au-dessus. Si vous voulez, dans le livre, on nous explique bien que les toiles d'araignée, elles ne traversent pas le chemin. Elles sont vraiment d'un côté et de l'autre, mais jamais elles ne traversent le chemin. Donc en fait, les araignées, dont la colonie constitue la partie la plus sombre et la plus horrible de Mirkwood, sont les ennemis jurés des elfes, dans ce cas-ci. Et ce sont les seuls êtres vivants que les elfes des bois, pour lesquels les elfes des bois n'auront aucune pitié. Dans cette forêt, les voyageurs sont confrontés aux périls très différents de la corruption obscure et de l'enchantement elfique, mais chacun est extrêmement dangereux. Et bien sûr, Bilbo et les nains, ils s'y frottent. C'est vrai qu'il y a un petit air, un petit chronique de Spiderwick là. Je suis entièrement d'accord. Alors là, on va parler un petit peu plus de Bilbo. Alors, lorsque Bilbo et les nains échouent pour la 3e fois à pénétrer dans le sorte de cercle des elfes par le feu du festin dans les bois, si vous voulez, la compagnie elle est complètement dispersée et ils n'arrivent pas à se retrouver. Et Bilbo se retrouve seul dans cette obscurité totale, coupé de ses amis, mais en plus du chemin qui était sa protection et le seul espoir de fuite qu'il avait. Il a évidemment déjà connu des situations difficiles, mais le narrateur nous dit que celle-ci est l'une des plus pénibles. Rappelez-vous, au chapitre 5, quand Bilbo se retrouve seul dans les tunnels des gobelins, on nous dit que c'est un tournant dans sa carrière. Parce qu'il va trouver l'anneau magique et qu'il puisa pour la première fois dans ses propres ressources pour réussir en tant qu'aventurier. Aujourd'hui, il fait face là à un défi encore plus grand qu'avant, qui va l'obliger à franchir une nouvelle étape importante de son développement, s'il veut survivre. Bonsoir Geek. Tout comme au chapitre 5, avec les tunnels des orques, la première réaction de Bilbo, quand il se retrouve seul dans le noir, c'est évidemment une pulsion d'évasion à la Saquet Bessac. C'est son refuge, c'est penser à son trou de hobbit et il tente de se perdre dans des images de bacon, d'œufs, de pain grillé, de beurre, enfin vous voyez. Et encore une fois, cependant, il trouve un réconfort plus profond, finalement dans une source qui est bien plus s'attacher à son côté touk, c'est son épée. Rappelez-vous, Bilbo est en possession d'une épée qui semble avoir été forgée à Gondolin, puisque elle aussi brille en bleu. Voilà, elle brille quand elle est près des orques. Dans l'obscurité des tunnels gobelins, il avait dégainé son épée pour la première fois. Il avait découvert qu'il s'agissait d'une lame elfique magique. Et là, au chapitre 8, il dégaine son épée pour de bon et l'utilise vraiment. Enfin, parce que à son réveil, il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans le noir. Il y a une araignée monstrueuse qui s'activait à enrouler des fils abominables autour de ses jambes, afin de pouvoir évidemment l'entraîner et potentiellement le dévorer. Ce dégainement d'épée, c'est un moment crucial dans la rencontre de Bilbo avec l'araignée, quoi. Il se réveille, Bilbo réagit sur la défensive, il va frapper désespérément l'araignée à coups de poing. Et puis en fait, il va se souvenir qu'il a son épée, il va la dégainer, l'araignée va reculer. Et en fait, l'épée fait presque autant d'effet sur les araignées qui la croisent que sur les gobelins. On sent bien que ce sont des lames très spéciales. Dès lors, la situation est inversée. Il attaque. Là, il est plus sur la défensive. Il attaque.
Il la frappe notamment au niveau des yeux. Et ce qui l'avait tant terrifié près du feu de camp, vous vous rappelez ses yeux, là, globuleux, pâles, qui le terrifiaient, c'était vraiment ça. Il s'en venge, en fait. Là, il franchit une étape cruciale. Il ne se contente plus de repousser les ténèbres et de s'en échapper, en fait, comme il l'avait fait là dans les montagnes. Désormais, il contre-attaque et il triomphe. Toutes les lames qui brillent ont été forgées à Gondolin. Oui, Chestnut. Ouais. Le premier tournant de la carrière de Bilbo ne semble pas vraiment l'impressionner. Il est fier de lui et se plaît à montrer un peu aux nains au début du chapitre 6. Mais rappelez-vous, le premier tournant de la carrière de Bilbo, il est quand même fier, mais tout n'avait pas changé. Après ses retrouvailles avec Gandalf et les nains, Bilbo, il pensait plus qu'à sa fin. Sa relation avec les nains, elle restait quand même assez inchangée. Même s'ils avaient un peu une meilleure opinion de sa valeur et de ses capacités, pour eux, il restait toujours ce petit bonhomme impuissant qu'il faut porter sur le dos des gens et hisser aux arbres. Et même dans la forêt, ici, Bilbo n'accomplit pas grand-chose jusqu'à présent. En fait, là, Bilbo devient un véritable aventurier. Le deuxième tournant dans la vie de Bilbo, tuer l'araignée géante seule dans l'obscurité, sans l'aide du magicien des nains ou de qui que ce soit. Là, en fait, ça l'affecte profondément. Il se sent désormais différent, beaucoup plus féroce et audacieux, malgré un estomac vide. Ça, c'est le deuxième tournant. Il a faim, mais il ne s'en plaint plus. Voilà. Il y a vraiment un changement. Maintenant, avec cette araignée géante morte à ses pieds, et la lame de son épée qui est tachée de sang noir, il se sent véritablement féroce. Le féroce qu'il voulait montrer à Glóin au chapitre 1, quand il se moquait un peu de lui, en disant que c'était plus un épicier qu'un cambrioleur. Là, on a un Bilbo qui ne porte pas seulement une épée dissimulée à sa ceinture. En fait, il a maintenant pris cette épée, et aussi improbable que cela puisse paraître, et je l'ai vu dans le chat, Bilbo est devenu un guerrier. Il a gagné un niveau, il est devenu guerrier. Donc Bilbo marque l'événement dans un style très typique de Tolkien, en lui attribuant un nouveau nom. Il donne ce nom à son épée, s'adressant à elle à haute voix, comme si elle était sa compagne, vraiment comme si elle était son amie. Et il décide de l'appeler Dar, ou Sting en anglais. Bien que Bilbo n'ait pas choisi... En fait, le nom qu'il donne à son épée en dit long sur sa propre sentiment d'identité à ce moment-là. Si vous voulez, le chapitre s'intitule « Mouche et araignée » et Bilbo sait qu'il joue le rôle de la mouche. Et le narrateur l'exprime clairement, nous racontant que Bilbo a tenté de repousser l'araignée. Celle-ci essayait de l'empoisonner pour le faire taire, comme le font les petites araignées avec les mouches. Voilà. L'attaque de Bilbo avec son épée fut un revirement soudain, aussi improbable et inattendu qu'une mouche qui surgit et qui tue l'araignée qu'il avait prise au piège. Bilbo se perçoit toujours comme une mouche au milieu des araignées, mais il n'est plus mou et impuissant cette fois-ci. Bilbo, c'est peut-être une mouche, mais maintenant il est une mouche féroce. Et les araignées feraient mieux d'être sur leur garde. Lorsque Bilbo franchit son premier tournant et s'échappe des montagnes, évidemment, dans sa carrière, il va se trouver confronté à un dilemme qui met immédiatement à mal sa nouvelle détermination d'aventurier. Il réalise que ses amis étaient piégés dans les tunnels des gobelins, rappelez-vous. Il sort et il est prêt à faire demi-tour pour aller aider. Et ayant réussi, lui, à s'échapper, il craint de devoir tourner en arrière avec cette tâche bien plus difficile. C'est donc de les retrouver, les secourir et les guider.
Finalement, heureusement, tout est bien qui finit bien pour ce chapitre-là. Bilbo est épargné de cette tâche parce qu'il découvre que les nains avaient pu fuir et s'échapper grâce à Gandalf. Mais rappelez-vous, Bilbo était quand même prêt à faire demi-tour, à faire ce qu'il devait faire. Et au chapitre 8, il se retrouve confronté au même dilemme. Et cette fois-ci, il peut pas y échapper. En carton, merci beaucoup pour le follow. Alors, muni de dard, la mouche audacieuse va retourner et part à la recherche du repère des araignées pour libérer les autres mouches captives de leur toile. Et ça, c'est un moment de résolution chez Bilbo. C'est un endroit où on a, chez Tolkien, la première ébauche de l'histoire qui est intéressante. Dans la version initiale, Bilbo fait preuve d'une grande ingéniosité pour localiser le nid des araignées. L'araignée que Bilbo a tuée à son réveil avait laissé un fil qui traînait, que Bilbo va découvrir, et va suivre en fait le fil jusqu'au chemin, jusqu'à la colonie, en roulant le fil excédentaire en boule au fur et à mesure. Donc Bilbo utilise non seulement le fil pour le guider jusqu'à la colonie où les nains ont été emmenés, mais il laisse également une trace derrière lui jusqu'au chemin après l'avoir traversé. Une trace donc qu'il pourra suivre en sécurité. Et ça vous rappelle sans doute une légende très connue, un mythe très connu de cette pelote. C'est évidemment le fil d'Ariane de Thésée dans le labyrinthe de Crète. Mais avant la publication du livre, Tolkien va rejeter cette idée. Voilà. Tolkien décide d'enlever ça et de remplacer ça par la chance. Merci Tolkien. Donc ça montre encore une fois à quel point les récits l'ont bien marqué. Hein. Bref, lorsque Bilbo décide d'aller sauver ses amis des araignées, il devine la direction du mieux qu'il peut et par chance, il a plus ou moins deviné juste. On pourrait croire à première vue que la décision de Tolkien de remplacer l'utilisation astucieuse du fil d'araignée par un coup de chance aveugle. Merci, sympathique. Donc je disais, on pourrait croire à première vue que cette décision de Tolkien de remplacer l'utilisation astucieuse du fil d'araignée par un autre coup de chance aveugle qui vient au secours de Bilbo aurait pour effet de dénaturer le personnage de Bilbo. Mais en fait là, on a, si vous voulez, une nouvelle étape dans le développement de la notion de chance chez Tolkien dans le Hobbit. On a déjà évoqué, vous savez, la chance, ça n'arrête pas dans ce livre. On a le timing, limite miraculeux d'Elrond, avec la carte au clair de lune, et c'est exactement la même lune, mais qui arrive une fois par an. Le saut du poisson, miraculeux aussi, quand il est face à Gollum, pour Bilbo. On a, tout au long, ici, derrière la quête de Bilbo, un plan plus vaste qui est caché, une destinée supérieure. Au chapitre 8, on peut voir que cette chance est particulièrement associée à Bilbo lui-même. Alors qu'il devine le nid, la direction vers le nid des araignées et qu'il se dirige au hasard dans la bonne direction alors qu'il est dans une forêt mais avec des ombres profondes, le narrateur remarque que Bilbo est né avec une bonne dose de chance. En fait, les nains vont commencer à parler plus tard de la chance comme s'il s'agissait d'un attribut chez Bilbo. Ils observent que Bilbo a un certain esprit, ainsi que de la chance et un anneau magique, et que ces trois possessions sont très utiles. En fait, c'est comme si, d'une certaine manière, la chance semblait appartenir à Bilbo. Mais à mesure que l'aventure continue et que la chance est quand même de plus en plus collée à Bilbo, on a quand même la preuve que ça n'enlève rien aux exploits
ni à la nécessité du courage et à l'ingéniosité de Bilbo. Sa chance, elle peut le guider jusqu'aux toiles d'araignée. Mais une fois qu'il y est, face aux araignées, bah, il doit faire le nécessaire et trouver les ressources en lui et le courage en lui pour libérer les prisonniers. On a la chance exceptionnelle de Bilbo qui s'accompagne. En fait, elle ne résout pas tout, ça ne lui facilite pas forcément les choses. Bilbo, s'il est un instrument du destin, il a quand même un rôle très actif à jouer pour que ce destin se réalise. Et on est vraiment, comme le dit Pépève, dans la chance sourit aux audacieux. Alors, Bilbo Bessac, qui envahit le nid d'araignée géante pour sauver ses amis, si ses voisins à cul-de-sac le voyaient, ils le reconnaîtraient pas. Sa vie prévisible. Oh, Grodolf, merci beaucoup pour Merci beaucoup pour ton abonnement depuis 4 mois. Bonsoir, merci beaucoup. Et Osulf, merci beaucoup pour le follow. Merci. Merci beaucoup pour le soutien. La vie prévisible de Bilbo, le Bessac, là, elle est désormais vraiment bien loin. Elle est très loin derrière lui. Et là, on va redécouvrir Bilbo, transformé par sa victoire sur la première araignée. Il est accompagné de son épée, nouvellement nommée. Et Tolkien nous aide à redécouvrir Bilbo de la même manière qu'il nous a fait découvrir les contrées sauvages, si vous voulez, et le caractère de presque tous les personnages du livre jusqu'ici. Qu'est-ce que Tolkien va faire qu'il fait toujours, depuis le début du Hobbit, pour nous présenter les personnages ou la nature? On analyse ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être à votre avis? J'attends la réponse dans le chat. Il n'y a pas eu une seule analyse où c'est pas tombé. Tu vous voyez pas? Ben voilà. Ah mais si, le poème. Voilà, un chant, un poème, bref, de la poésie. Et il est bien sûr intéressant que cette nouvelle version de Bilbo marque, en fait, soit marquée par un poème que Bilbo va faire. Et la première chanson de Bilbo va se concentrer notamment sur des sortes d'insultes et injures. Voilà, je vous lis. Il va chanter. La vieille folle ne fait que tisser. J'arrive plus à dire. Hop. La vieille folle ne fait que tisser. La vieille folle ne peut me trouver. La vénéneuse, l'empoisonneuse. Arrête. Mais arrête-toi, arrête de tisser et cherche-moi. Vieille nique-douille, qu'elle est niaise, vieille nique-douille, qu'elle est obèse, la vénéneuse, l'empoisonneuse, descends, mais descends de là, là-haut, tu ne m'attraperas pas. R. Jordan, merci beaucoup pour le follow. On est vraiment sur un poème très injurieux, en mode suprématie, voilà, j'ai l'ascendant sur vous, je suis le plus fort, quoi. Le narrateur attire l'attention sur les insultes de la chanson et qui montre une certaine assurance. Voilà. On a vraiment... le narrateur dit « Car en plus des pierres qu'il leur lançait, Empoisonneuse n'a jamais fait plaisir à aucune araignée et Nique-douille, bien sûr, a de quoi insulter tout le monde. » Donc on est vraiment sur des noms qui insultent les araignées et tout le monde, quoi. Cette chanson, c'est pas juste des mots amusants. Et ce que l'on perçoit vraiment chez Bilbo à ce moment-là, c'est son audace. Là, il insulte beaucoup les araignées du fait qu'elles soient grosses. Et c'est vrai qu'en d'autres circonstances, ça pourrait être une faiblesse pour une araignée. Mais... ça ne semble pas être le cas de ces monstres araignées. Elles ont une immensité surnaturelle et ça les rend effrayantes en fait. Et leurs énormes pattes et leur ventre là, gonflés de sang de on ne sait pas combien de victimes, en fait c'est terrifiant.
Et là, en fait, Bilbo, il arrive à transformer ça en les faisant paraître un peu lentes et inutiles. Vraiment. En fait, Bilbo se moque également à 2 reprises de leur sorte de tournoiement. Il fait passer le tissage de leur toile tenace de tristesse pour une perte de temps qui est plutôt stupide. Coucou Donner Camion. Le narrateur suggère que la chanson n'est peut-être pas très bonne. Elle n'est pas vraiment très élégante et ni très belle. Mais les 2 derniers vers sont astucieux. Voilà. D'un côté, on peut les interpréter comme une suggestion. Il leur dit « Descends, mais descends de là. Là-haut, tu ne m'attraperas pas. » Il essaye de les inciter à descendre et à le poursuivre. Alors il leur dit de se laisser tomber, soulignant qu'elles ne le rattraperont pas tant qu'elles seront en haut de l'arbre. Mais le dernier vers a cependant une autre signification, que le lecteur peut comprendre, même si les araignées ne le peuvent pas. Si les araignées se laissent tomber et le poursuivre, il pourra alors se faufiler en toute sécurité dans l'arbre, et elles ne le rattraperont pas en haut de leur arbre. L'ironie, en fait, ici, elle nous invite à rire des araignées aux côtés de Bilbo. Mais on a aussi... Comment expliquer ça? Bilbo les frappe aussi avec des pierres. En fait, tant qu'ils restent dans l'arbre, il les frappera avec des pierres et elles vont s'effondrer. Et encore une fois, là, on est face à un Bilbo qui est la petite mouche prétentieuse, abominable pour les araignées. Et vous pourriez croire que c'est la seule chanson. Mais non! Bilbo va chanter une seconde chanson. Coco Passage. Oh, mais travaille bien. Écoute-moi. Écoute-moi bien, alors. Il va dire, voilà. Entouré de ces monstres, Bilbo rassembla son courage et entonna un nouveau refrain. Lob, la feignante, et Cobb, la démente, ont des pièges à me tendre. Aucune proie n'est meilleure que moi, mais elles ne peuvent me surprendre. Me voici à votre merci, vous voilà paresseuse et molle. Jamais vous ne me piégerez ici, dans votre âme folle. Là encore une fois, Bilbo insulte les araignées et les accuse d'être paresseuses, mais aussi impuissantes, quoi. Il augmente en plus ça avec... si vous voulez, c'est comme si ça augmentait leur désir de le manger et de le punir parce qu'il est d'un manque de respect insultant, quoi. Les 2 chants sont faits sur un coup de tête. Merci Donner Camion pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Oui, moi, merci. Donc, ces 2 chants sont composés sur un coup de tête. Et c'est vrai que les vers ne sont peut-être pas très beaux. Mais ils sont super efficaces pour rechercher, pour susciter une émotion pour l'auditeur. Une rage aveugle. Comme pour la première chanson, la deuxième œuvre poétique de Bilbo a des jeux de mots et des doubles sens. Voilà. Lankairiel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, au premier vers, Bilbo applique le mot. Le mot, si vous voulez, démente. Donc, si vous voulez, il attache la folie. Si vous voulez, le mot démente est presque exclusivement utilisé pour désigner la folie de nos jours. Et la définition première de fou est comme, voilà, dément. Comme Tolkien le savait, c'était plein de fissures, altéré, endommagé et fragile. Voilà, en anglais, en tout cas, ça l'est, si vous voulez. Donc, on se retrouve sur un mot en anglais où la définition première, rattachée à la folie, est totalement différente. Et au premier vers, ce mot est mis
pour dire qu'elles ont le cerveau fêlé, tout simplement. On a, en fait, les araignées qui ne comprennent même pas l'invisibilité magique de Bilbo avec son anneau. Et Bilbo semble vouloir les faire douter de leur sens et de leur santé mentale, là, à ce moment-là. Parce que Bilbo met l'anneau, il est invisible, elle ne le voit pas. Et lui, il les voit. Et en fait, dans la dernière ligne, Bilbo, il qualifie leur toile « votre âme folle ». Et encore une fois, là, le mot « folle » n'est plus rattaché à la folie de la démence, mais au fait que les toiles sont fragiles et imparfaites, si vous voulez. Donc, Bilbo ponctue cette dernière insulte en tirant son épée, en tranchant avec aisance une toile effectivement folle et mal construite, en fait, et continue à chanter au loin, quoi. Dans ces chants, on voit une sorte de courage remarquable. Celui qui ose non seulement s'approcher des monstres qui font peur, mais il les insulte et il arrive même à les rendre fous. Ça, c'est dingue, hein. Alors, on se rappelle au chapitre 1 que le simple fait d'entendre Thorin évoquer la possibilité qu'il y aurait quelqu'un qui reviendrait jamais du voyage, ça avait fait hurler Bilbo. Il s'est effondré, tremblant à terre. Et là, maintenant, il a le sang-froid qu'il faut pour inciter délibérément des araignées géantes à charger sur lui afin de les entraîner dans une sorte de course-poursuite dans une forêt sombre et où il n'y a pas de chemin. En fait, il est capable là d'une force incroyable. Il fonce à l'attaque. Il fonçait d'avant en arrière, tailladant les films des fils d'araignées, leur arrachant les pattes, poignardant leur corps gras si elles s'approchaient trop près. Et comme pour la première araignée qu'il tue, la férocité de Bilbo, elle commence même à effrayer les araignées. Vous imaginez la férocité du petit hobbit? Alors que Bilbo disperse les araignées sur le sol autour de Bombur, on nous raconte que sa petite épée était une nouveauté en matière de piqûres pour eux, comme elle filait d'avant-arrière. Donc l'épée de Bilbo, dont le nouveau nom exprime aussi l'audace de son maître, elle reflète aussi son courage. Voilà. Rayonnant de joie, en plus, lorsqu'il poignarde les araignées. Et à la fin du combat, les araignées étaient devenues mortellement effrayées par Dar et n'osaient plus s'approcher. Et ce sont les monstres, et non Bilbo, qui perdent courage et finissent par s'enfuir. C'est vraiment un hobbit berserker, hein, là. On est d'accord que personne ne prendrait Bilbo pour un épicier, là, maintenant, hein. Alors que Gandalf recrutait un 14e membre pour le groupe des nains, il finit par se contenter d'un cambrioleur, alors qu'idéalement, ils auraient préféré un guerrier, voire un héros. Et à cet instant précis, là maintenant, avec ce qu'il vient de faire, on dirait que le package cambrioleur, guerrier, héros est complet. Et voilà! La suite au prochain épisode, vendredi. On attaquera le chapitre 9. Voilà, le chapitre 9, donc, qui s'appelle 13 tonneaux à la dérive. Voilà. Et donc, vous imaginez bien, c'est le moment où on va pouvoir être dans les royaumes de Thranduil.